Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. On n'attendait pas autant de gens, on a même une pénurie de chaises, donc vraiment cool. Merci à vous tous. Donc on est là pour le premier event de ce qu'est le mois du JS. Alors en fait, en quoi consiste le mois du JS? On va vous présenter au cours de 4 différents événements comment monter un projet front de A à Z. Ça va couvrir toutes les facettes. Donc le bootstrapping d'un projet qui est le thème de ce soir. Quel framework front choisir pour accélérer ses développements. Qualité et performance JavaScript. Donc là, ça va être tout ce qui est test. Voilà. Et enfin, le cabinet de curiosité JavaScript. Donc là, on va explorer un petit peu toutes les facettes du langage JavaScript, parce que de nos jours, le JavaScript ne permet plus que de faire du front. On peut faire du back, on peut faire de l'IoT, on peut faire des applications de bureau avec JavaScript. Et on va explorer tout ça au cours de ces 4 events. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ce soir démarrer un petit projet. Et ce projet servira de base pour les events suivants. Donc comme ça, vous pourrez suivre un peu tout le cycle de vie en entier d'un projet. Donc, comment démarrer un projet? C'est grâce à ces 3 outils qu'on va vous présenter. Et je vais attaquer directement par NPM, le couteau suisse d'un projet JS. Alors, voilà. Donc NPM, c'est un outil qui maintenant est connu et utilisé par tous les développeurs front et qui permet de gérer toutes les dépendances externes d'un projet. Mais de plus en plus de gens l'utilisent d'une façon différente et on va voir qu'il est assez polyvalent. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc, je m'appelle Alban Deleu, je suis développeur front chez Xebia depuis 1 an et demi. Alors, comment ça se passait la gestion des dépendances avant NPM? Donc, je pense que vous vous souvenez tous de cette page, la homepage de jQuery. Donc, avant que NPM existait, on était obligé de télécharger jQuery, le JavaScript, et on devait l'importer à la main dans son index.html. Et forcément, quand il y avait une nouvelle version de jQuery qui sortait, on était obligé de retourner sur le site, recharger la nouvelle version et la remplacer dans son projet. Donc pas très pratique du tout et pas productif pour un sou. Donc c'est là que NPM est arrivé. Alors NPM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Node Package Manager. Alors le Node est assez important puisque à l'origine, NPM était destiné plutôt pour des packages back. Et il y avait très peu de packages front qui étaient disponibles sur le repository de NPM. Donc, pour pallier à cette pénurie, il y a un concurrent qui est venu, qui s'appelle Bower, qui a été développé par un développeur de Twitter en 2011. C'est un peu dommage, je suis pile sur le... Bon, tant pis. Si vous arrivez à lire, là, c'est une caractéristique de Bower, c'est que, contrairement à NPM, ça a un arbre de dépendance plat. Ouais, arbre de dépendances plat, c'est pas très clair. Ça a des dépendances plates. Alors, c'est-à-dire, ici, c'est comment sont gérées les dépendances par NPM. Donc, on a notre application. Notre application a 3 dépendances, A, B et C. Et la dépendance C a elle-même une dépendance AA. Et en fait, NPM, du coup, va dupliquer cette dépendance et va les utiliser de façon indépendante. Alors que Bower, lui, donc on retrouve nos 3 dépendances et en fait la dépendance C va pointer directement sur la dépendance A pour avoir du coup moins de dépendance. Alors ça permet du coup d'avoir moins de code à télécharger et c'était probablement plus pratique. Enfin, c'était pensé comme plus pratique, mais on va voir que finalement, il y a des avantages à ça. Une des autres caractéristiques de Bower, c'est que ça utilise Git comme source de package. Donc en fait, quand on va vouloir installer un package depuis Bower, lui, il va aller checker le repository Git et vous récupérez le binaire depuis le repository Git. Et les versions des dépendances sont gérées avec les tags de Git. Donc, a priori, ça répondait à tous les besoins, mais on va voir qu'en fait, l'oiseau, le joli logo là, était un peu moins
beau que ce qui pourrait laisser présager. Et on s'est retrouvé avec un problème, ce qu'on appelle le dependency hell, donc le conflit de version. Alors je vous ai mis là par exemple une capture d'écran. Imaginons que moi sur mon projet j'ai une dépendance à jQuery. J'installe une autre dépendance qui a elle-même une dépendance à jQuery. Étant donné que Bower aplatit les dépendances, du coup on n'aura qu'un seul jQuery. Mais moi j'ai la 1.11.3, la dépendance que j'ai à la 2.1.4, du coup il est perdu. Comment il fait pour savoir quelle version utiliser? Donc c'est à vous après de donner celle que vous voulez, mais il peut arriver que les deux sont incompatibles et là vous êtes marron, quoi. L'autre problème, c'est que du coup la dépendance à Git entraîne très peu de validation des packages. En fait, du coup, Bower agit un peu comme un proxy envers Git, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de packages qui ne sont pas validés. Et dès que le code source disparaît de Git, Bower ne marche plus. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé, je vous ai mis une petite statistique là, à une époque avec 56% de packages qui étaient valides et 44% qui étaient non valides. Donc vous imaginez le côté déceptif, vous faites un Bower install et en fait ce que vous récupérez est inutilisable. Donc c'est à cause notamment de ces soucis que Bower a peu à peu périclité et a été remplacé par NPM, puisque NPM, de plus en plus, les développeurs front se sont mis à l'utiliser et à déposer leur librairie dessus. Alors voilà un peu l'historique de l'ascension fulgurante de NPM. Donc ce diagramme représente le nombre de téléchargements par semaine de packages. Et donc vous voyez là, on atteint 1 milliard de packages téléchargés chaque semaine. Donc c'est énorme, c'est monstrueux. Et NPM est du coup le repository le plus utilisé au monde, tout langage confondu. Devant Maven, devant le repository de Python, c'est le plus utilisé. Et voilà, 3 millions d'adresses IP uniques se connectent au repository de NPM chaque mois. Voilà, donc partout, tout le monde utilise NPM maintenant. Et c'est vraiment devenu le standard pour gérer ses dépendances. Donc là, je vous ai parlé un peu de la théorie de NPM, mais concrètement, NPM, comment ça marche? Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Alors donc, comme je vous l'expliquais en début de présentation, on a développé un petit projet pour illustrer tout ce qu'on va vous montrer. Donc c'est un projet qui est fait en JS pur, qui n'utilise pas de framework ou de librairie pour l'instant. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait on l'a développé en web component, qui est la façon de faire des composants purs en JavaScript. Et donc il y a deux composants, slotform et slotgrid. Je vais vous montrer après à quoi ils servent. Et voilà, donc pour l'instant c'est du ECMAScript 6, on peut le jouer que sur Chrome. Ah oui, je vais me passer pour que vous voyez mieux, pardon, en présentation. Voilà. Donc tout ce qu'on a, c'est l'index.html qui va importer le slot grid et le slot form. Et on a juste, voilà, on n'a pas de CSS pour l'instant. C'est juste un index.html qui intègre des composants. Alors, comment NPM va nous aider à récupérer les dépendances nécessaires? Alors, là, on a un projet et on voudrait hop, voilà. Alors là, on a un projet et donc on voudrait voir ce qui se passe, le jouer. Donc pour ça, on a besoin d'un serveur. Donc le premier truc à faire quand on utilise NPM, c'est cette commande-là, npm init. Donc je vais la lancer. Et donc là, il va vous proposer diverses options pour initier votre package.json qui sera en fait le fichier de configuration qui servira à NPM. Donc là, le nom, il me propose un nom de base, je fais oui. Donc je passe un peu vite, hein, ce n'est pas des choses très intéressantes. Voilà. Et donc après avoir lancé le npm init,
on voit qu'ici, il y a un package.json qui est apparu dans notre projet. Donc c'est là le point central de toute votre configuration NPM, et c'est là où vous pourrez gérer vos dépendances. Donc voilà, on a un package.json. Et maintenant, donc, on veut installer un petit serveur pour lancer notre projet. Donc la commande de base pour récupérer des dépendances, je vais monter un petit peu parce que ce n'est pas très visible. Voilà. C'est npm install. Donc vous faites npm install et ce que vous voulez. Donc nous, on a une petite librairie qui s'appelle HTTP Server. Voilà, c'est un petit serveur de base. Et je vais passer l'option Save Dev. Alors cette option-là, qu'est-ce qu'elle permet de faire? En fait, elle va directement intégrer dans votre package.json la dépendance que vous avez téléchargée. Et le dev permet de préciser que vous n'en avez besoin que pour un environnement de développement et pas de production. Donc voilà, je la lance. Donc voilà, il m'a récupéré HTTP Server et il l'a mis dans un node module. Donc le node module, c'est là en fait où il y aura toutes les dépendances de NPM qui vont être récupérées. Si vous voulez voir à un moment de votre projet les dépendances que vous avez, vous pouvez faire un npm list. Et donc là, vous voyez, il y a le HTTP Server qui est là et il liste également toutes les dépendances du HTTP Server. Donc voilà, colors, cursor, static, des trucs qui ne nous intéressent pas trop. Mais voilà. Donc maintenant qu'on a notre HTTP Server, eh ben, on va le lancer. Donc, comme npm l'a mis dans les nodes modules, bah, je vais aller le chercher comme ça. Hop. Hop, voilà. Donc, -p, c'est pour préciser le port, et je vais mettre le port 3000. Et je vais le lancer comme ça. Donc, ici, si je vais sur le port 3000, voilà, j'ai mon beau projet. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il fait ce projet? Alors, c'est le programme du module JS qui est là. Donc, ça, c'est ce qui correspond à notre composant grid. Et notre composant slot permet d'ajouter un slot, pardon. Alors, par exemple, si je mets sur les 4 Fantastic Framework Front et que je mets Aurelia, hop, voilà, ça le rajoute dans la colonne correspondante. Pardon. Mais comme vous voyez, c'est très très moche. On n'a mis aucun style. Donc, il manque quelque chose. Donc, je reprends ma console et une librairie de base pour tout ce qui est style, c'est Bootstrap. Augmenter, merci. Voilà. Alors, npm permet de spécifier la version de la librairie que vous voulez. Donc, moi, je lui dis que je veux la version 3.2.0 et je vais lui passer l'option Save. Donc, contrairement à Save Dev, Save va vous mettre la dépendance, va préciser que c'est des dépendances qui servent au moment pour l'environnement de production aussi, et pas seulement pour le build ou autre chose. Donc, hop, je lance ça. Donc voilà, là, il m'a récupéré Bootstrap. Donc si je vais dans mes nodes modules, j'ai Bootstrap qui est apparu. Et si je regarde mon package.json, donc j'ai bien les dev dependencies avec le HTTP server et les dependencies avec Bootstrap. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est ce petit caret là. En fait, c'est pour préciser que vous voulez la dernière version mineure. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous faites un update, il va vous récupérer s'il y a une version plus récente, il va vous récupérer la version entre 3.2.0 et 3.3.0 globalement. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc on a récupéré Bootstrap, maintenant il faut l'utiliser dans notre projet. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est dans notre index.html, importer la feuille de style de Bootstrap. Alors j'ai un peu triché, je l'avais mis là, je l'avais commenté. Je vais décommenter. Voilà. Et du coup, si je retourne sur mon site et que j'actualise,
Voilà, maintenant tout de suite c'est devenu beaucoup plus joli parce que le CSS de Bootstrap a été importé. Mais Bootstrap 3.2.0 c'est un peu vieux, on aimerait bien avoir une version plus récente. Et du coup on va voir si elle existe. Donc là, il y a une commande très pratique qui s'appelle outdated. Et il me dit, votre version est la 3.2.0. La dernière qui existe est la 3.3.6. Moi, ça m'intéresse. Du coup, je vais aller la récupérer avec un npm update. Et je vais faire pareil, un -save pour que, automatiquement, dans mon package.json, voilà, ils mettent à jour la 3.3.6. Et si je fais un npm list, alors je vais mettre profondeur 0 pour voir seulement celle qui m'intéresse. Voilà, Bootstrap est bien en 3.3.6 et HTTP Server est là. Donc c'était un peu la liste des commandes de base de npm qui vont vous servir vraiment à initialiser votre projet et qui vont vous servir vraiment tous les jours. Alors si je reviens à ma présentation. Donc là, on a vu un peu comment gérer les dépendances externes avec NPM, mais NPM permet de faire plus que ça. Maintenant, il est de plus en plus utilisé comme task runner en remplacement de Grunt ou de Gulp. Donc Grunt et Gulp sont des outils qui permettent de lancer des tâches, typiquement pour faire le build de son projet, la minification, l'obfuscation. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des plugins Grunt ou Gulp qui vont gérer ça pour vous. Mais en fait, NPM peut permettre de s'abstenir de cette surcouche et va pouvoir lancer des scripts avec la commande npm run. Petit exemple, dans mon package.json, je peux mettre un champ script et lui donner des alias. Donc par exemple, si je dis pour lancer un serveur, en fait, je vais préciser la commande que j'ai tapée tout à l'heure. Donc vous reconnaissez node module HTTP server bin, voilà, avec le port. Donc c'est la même commande que j'ai lancée tout à l'heure, sauf qu'en fait, si on passe par un npm run, il va aller automatiquement checker dans vos nodes modules. Donc vous n'avez plus besoin de mettre ça, vous pouvez juste vous contenter de mettre HTTP-server. Et un autre exemple, par exemple, là, ici, c'est un script qui permet d'uglifier son code. Et ce qui est bien avec npm run, c'est que vous pouvez utiliser toutes les commandes de base de votre shell. Donc si vous avez un shell Unix, vous pouvez faire un mkdir qui va créer un dossier dist, dans lequel, un dist JavaScript, et vous allez chaîner avec une autre commande qui est uglify.js, et lui qui va prendre tous vos JS et en output les mettre dans un seul JavaScript qui s'appelle app.js. Donc après, tout ce que vous avez à faire, c'est un npm run soit de serveur, soit de uglify. Et vous n'avez plus besoin de faire des tâches gulp ou grunt. Donc les avantages que ça a, c'est plus de dépendance envers les plugins. Souvent, un problème qu'on avait, c'est que on était obligé de récupérer des plugins de gulp et ça arrivait qu'il y avait des bugs et du coup, on était confronté à des bugs alors que si on utilisait la commande de base, ça aurait marché tout seul. Donc il n'y a plus de documentation disjointe. Du coup, vu qu'il n'y a plus de plugin, on n'est plus obligé de switcher entre la documentation du plugin gulp ou grunt et la documentation de la ligne de commande. Donc c'est assez pratique. Et voilà, donc plus de fichiers de configuration à mettre en place, donc une couche de moins à gérer dans notre projet. Alors par contre, il y a aussi quelques inconvénients, il ne faut pas se le cacher. Ça peut se montrer moins performant que Gulp. Gulp étant basé sur des streams, quand on a des tâches complexes, c'est un peu plus performant. Et voilà, donc peu pratique aussi dans le cas de tâches compliquées. Si on veut vraiment faire chaîner plein de tâches, gérer vraiment tout le packaging, faire des tâches un peu compliquées, on va vite être limité avec ça. Voilà, donc je vous ai montré un peu la base de NPM, comment faire pour récupérer les dépendances. Et donc là, du coup, on a un projet qui se présente sous cette forme-là, donc le index.html qui va aller récupérer deux composants,
le xLoadForm et le xLoadGrid. Et eux-mêmes vont aller récupérer les JS et les CSS. Mais ça, on voudrait aller un peu plus loin pour gérer nos dépendances, et on voudrait que les dépendances soient dans le code. Ça, ce sera l'objet de présentation que Paul Guillaume va vous faire juste après. Voilà, merci à tous.